Bonjour, donc dans la suite de la série de vidéos consacrées au module de l'électrostatique, dans cette partie, je vais traiter le corrigé de la série de TD numéro 2 qui est consacré à la force et champ électrostatique créés par des charges discrètes et par une distribution continue. Donc cette série-là, je vais les traiter en deux vidéos. Dans cette première partie, on va étudier les forces de Coulomb et le champ électrostatique créé par une distribution de charges discrètes, c'est-à-dire discontinue. Donc avant de démarrer, bien sûr, la série, vous pouvez la télécharger sous format PDF dans la description de la vidéo. Donc avant de démarrer, je vais rappeler brièvement ce que c'est que la définition de la force électrostatique, c'est-à-dire la loi de Coulomb, et quelle est l'expression du champ créé par des charges discrètes. Donc voilà l'objectif, étant donné une distribution de charges discontinue, quelle est par exemple la force exercée par ces trois charges-là sur une charge qui est placée au point P. On va voir les différentes méthodes de calcul. Ou bien, quel est le champ créé par ces trois charges en un point quelconque de l'espace. Donc Coulomb, après une série d'expériences, a montré que si vous avez deux charges l'une à côté de l'autre, situées à une distance r, que je note ici R1,2, distance entre la charge 1 et la charge 2, l'une exerce sur l'autre une force c'est-à-dire un vecteur qui possède les trois caractéristiques suivantes. Le sens de la force est défini par le signe des charges. Deux charges de même signe se repoussent, deux charges de signe opposé s'attirent. Et après une série d'expériences, il a montré que le module de cette force est proportionnel au produit des charges, inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare. Et la direction de cette force, elle est donnée par la droite qui joint les deux charges. Autrement dit, la force exercée par la charge 1 sur la charge 2, c'est-à-dire c'est la charge 2 que subit la force, est définie par cette constante Q1 fois Q2 R carré fois U12. C'est quoi U12? C'est le vecteur unitaire dirigé de la charge qui crée la force vers la charge qui subit la force. Et par conséquent, la force exercée cette fois-ci par la charge 2 sur la charge 1, c'est même expression, mais elle est dirigée suivant le vecteur U de 1. Et bien sûr, la force là, elle est radiale, elle est toujours suivant la droite qui joint les deux charges. Donc vous voyez bien maintenant, si Q1 et Q2 ont le même signe, F12 va être suivant U12, voilà, U12, et F de 1 va être suivant I de 1, voilà le vecteur I de 1, et on retrouve bien, lorsque les deux charges sont de même signe, les forces sont répulsives. On arrive au principe de superposition, qui est un principe très très important dans l'électrostatique. Qu'est-ce qu'il nous dit ce principe? Coulomb a montré que si je place une charge Q au point P, la force exercée par Q1, c'est Q1 fois Q sur 4pi epsilon 0, R1 au carré fois ce vecteur unitaire U. Mais, si j'ai d'autres forces, est-ce que la force exercée par Q3 sur Q est influencée par la présence de Q1 et par la présence de Q2? Eh bien, ce principe vous dit tout simplement que la force exercée par Q3 sur Q n'est pas influencée par l'existence des forces au voisinage. Autrement dit, la force totale subie par la charge Q, c'est la somme vectorielle des forces exercées par chacune des charges. Donc c'est la somme vectorielle. On ajoute les vecteurs et non pas les modules. Et on va voir que pour calculer cette force, on va toujours faire appel au problème de la symétrie que j'ai traité dans la dernière vidéo et que vous pouvez trouver le lien en haut de la vidéo, dans cette vidéo-là, que F, la force électrostatique, c'est un vecteur polaire. Autrement dit, pour déterminer sa direction, il faut chercher deux plans de symétrie et la force est portée par l'intersection de deux plans de symétrie, ou bien
essayez de chercher s'il existe un plan d'antisymétrie, auquel cas la force elle est perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la force de Coulomb. Maintenant, on va définir la notion de champ électrostatique. Pour cela, je vais m'intéresser à la 4 charges, Q1, Q2, Q3, Q4. Quelle est la force exercée par Q1 sur Q2? D'après Coulomb, c'est Q1 fois Q2 fois la constante sur R carré fois U12, que j'ai noté ici U. Quelle est la force exercée par Q1 sur Q3? C'est la même chose que 3 fois Q1 sur 4 pi epsilon 0 R carré fois U, cette fois-ci c'est U13. Et la même chose, la force exercée par Q1 sur Q4, bien sûr R ici c'est R12, ici c'est R13, ici c'est R14. Qu'est-ce qu'on remarque dans l'expression de cette force? Que par exemple la force exercée par 1 sur 2 ou bien par la charge Q1 sur Q3, il y a toujours un vecteur qui se répète, qui lui ne dépend pas de la force, de la charge que subit la force. Vous voyez, ce terme ne dépend pas de Q2, exactement le même terme ne dépend pas de Q3. Et donc, on peut interpréter la notion de force électrostatique d'une autre manière. Soit de dire que Q2 subit une force qui est donnée par la loi de Coulomb, qui est Q1 fois Q2 sur 4 pi epsilon 0 R carré, ou bien on peut dire tout simplement que la charge Q2 est placée dans une région de l'espace où existe un champ électrique, un champ vectoriel créé par Q1 qui est donné par cette expression. Et on retrouve le même champ vectoriel ici et le même champ vectoriel ici. Donc ce terme qui est donné par, qui est le même, qui ne dépend pas de la charge que subit la force, représente tout simplement le champ électrique créé par la charge Q1 en un point M quelconque de l'espace. Et vous voyez bien que le champ il est proportionnel à la charge, inversement proportionnel à la distance au carré, et il est suivant le vecteur unitaire dirigé de la charge vers le point où je calcule ce champ électrique. Et donc la définition du champ créé par une charge ponctuelle en un point quelconque de l'espace, c'est la constante K, 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 sur R carré fois U12. U12, c'est le vecteur unitaire dirigé de la charge Q1 vers le point où je vais calculer le champ électrique. Donc le champ électrique est une grandeur vectorielle indépendante de la charge que subit la force. Et on l'appelle bien sûr, comme j'ai dit, champ électrique. On l'écrit soit sous cette forme-là, soit en introduisant le vecteur OM. U, c'est le vecteur OM sur le module de M, ou bien R sur R3. Donc suivant les bouquins, des fois vous trouvez R sur R3, c'est la même chose que U sur R carré. Pourquoi? Parce que le vecteur unitaire U, c'est égal à quoi? U, c'est tout simplement le vecteur R sur le module de R. Le vecteur R sur le module, vecteur R sur le module de R. Bon, j'arrive pas à écrire avec cette souris. D'accord? Bien. Donc voilà deux cas importants. Si la charge Q est positive, vous voyez bien que le champ électrique il est toujours suivant le vecteur unitaire U. Voilà, j'ai une charge positive, je vais déterminer le champ électrique, il est dirigé suivant le vecteur unitaire U, qui est radial, qui est défini par la droite, qui joint la charge au point où je calcule le champ. En ce point, voilà le champ électrique, en ce point, voilà le champ électrique, en ce point, voilà le champ électrique. Et donc, pour une charge positive, le champ est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur, de la charge vers l'extérieur, de la charge vers l'extérieur. C'est cette fois-ci la charge est négative. Vous voyez bien que E va être suivant moins U. Donc voilà le vecteur unitaire U qui est dirigé de la charge vers le point où je calcule le champ. Ça c'est le vecteur unitaire U. Et bien sûr, puisque la charge est négative, le champ il est suivant moins U. Pardon, le champ est suivant moins U, moins U, moins U, moins U, moins U, et ainsi de suite. Donc voilà, autrement dit ici, pour une charge négative, le champ est toujours dirigé vers la charge électrique. Donc le champ électrostatique permet de décrire l'influence qu'exerce la charge Q1
en un point quelconque de l'espace situé à une distance r, indépendamment de la charge qui se trouve en ce point. D'accord? Donc c'est la même chose que le champ de pesanteur. Vous voyez, vous placez une masse m quelconque dans l'espace, vous avez une grande analogie entre la gravitation et la loi de Coulomb. Donc si je place une masse m quelconque de l'espace, vous avez deux façons d'interpréter le poids. Soit par la loi de gravitation, donc vous avez ici la Terre par exemple, la Terre. Donc soit on dit que la masse m subit une force exercée par la Terre qui est grand G, constante de gravitation, fois le produit de masse sur la distance r carré, ou bien de dire tout simplement que m se trouve dans une région de l'espace où existe un champ vectoriel qui est le champ de pesanteur G, et le poids c'est égal à m fois G. Donc vous voyez une grande analogie, Q fois E ou m fois G. Bien, donc il y a deux façons de déterminer la force électrostatique qui s'exerce sur une charge Q en un point P, soit à partir de la loi de Coulomb, en utilisant le principe de superposition, soit en déterminant d'abord le champ total au point P, et donc la force, ça sera Q fois le champ total qui se trouve au point P. Donc le principe de superposition, j'ai maintenant plusieurs charges, la force, on a dit c'est la somme vectorielle de la force exercée par chacune des charges, donc il faut faire la somme des vecteurs, et comme la force qui s'exerce sur une charge Q, je peux factoriser par Q, et ce champ-là, c'est ce qu'on appelle le champ total. Et donc le champ total, c'est aussi la somme vectorielle des champs exercés par chacune des charges. Donc le principe de superposition est valable pour la force totale qui s'exerce sur une charge Q, ou bien le champ total qui s'exerce en un point quelconque de l'espace. Bien, donc je vais commencer maintenant la série numéro 2, et on va commencer par l'exercice suivant. Vous avez 4 charges ponctuelles identiques, Q1, Q2, Q3, Q4, qui sont fixées au sommet ABCD d'un carré de côté A, et une charge, cinquième charge, Q0, est maintenant fixe au centre du carré. Donc on va prendre Q0 inférieur à 0. Déterminer la valeur de Q0 en fonction de Q pour que la force totale qui s'exerce sur chacune des 5 charges soit nulle. Donc, quelle est la valeur de Q0 pour cette distribution de charges donnée, la force qui s'exerce sur Q, la charge Q au point A, est égale à la force qui s'exerce sur la charge Q au point B, est égale à la force qui s'exerce sur la charge Q au point C, au point D, est égale à la force qui s'exerce sur Q0, est égale à 0, quelle que soit la valeur de Q et de Q0. Donc voilà, ça revient donc à calculer la force totale qui s'exerce sur la charge Q, par exemple, le point A, et chercher dans quelles conditions cette force est nulle, et la force qui s'exerce sur Q0. Donc vous voyez bien, vous avez ici un problème de symétrie. La force qui s'exerce sur A va être la même que sur B, va être la même que sur C, va être la même que sur D. Bien. Donc, dans le calcul de la force de Coulomb, vous avez plusieurs méthodes. Soit en se basant sur la symétrie, soit vous choisissez un repère et vous déterminez les composantes de la force totale dans ce repère. Donc, on va commencer par la force qui s'exerce sur Q0. Et là, vous voyez l'importance de la symétrie. On va voir que pour montrer que la force totale qui s'exerce sur Q0, on va montrer que cette force elle est nulle sans faire aucun calcul. Comment? Utiliser la symétrie. Le plan OX, la charge Q0, est placé au point O. Donc vous voyez bien que le plan OX, OY est un plan de symétrie, c'est le plan de l'écran, parce que l'image de chaque point, c'est lui-même, et donc chaque point contient la charge qui se trouve dans son image. Donc OXY est un plan de symétrie. Est-ce qu'il y a un autre? Donc si OXY est un plan de symétrie, la composante de la force perpendiculaire à ce plan est nulle. Donc je vais déduire que la composante de la force totale qui s'exerce sur Q0 est nulle. Donc vous voyez bien que je m'intéresse à la force qui s'exerce sur Q0.
Donc les plans doivent passer par le centre O. O. Est-ce qu'il y a un autre plan? Oui, c'est OX, OZ. Z, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan de l'écran. Pourquoi? Parce que l'image de B, c'est C par ce plan, et l'image de A, c'est D. Et en A et D, vous avez la même charge. En B et C, vous avez la même charge. Donc, si OXZ est un plan de symétrie, quelle est la composante qui est nulle? C'est Y. C'est FY, c'est la composante qui est perpendiculaire au plan OXZ. Qu'est-ce qu'il nous reste à montrer? Que Fx égale à 0. Donc, il faut chercher le plan OYZ. Est-ce que c'est un plan de symétrie? OYZ, c'est ce plan-là. Donc, voilà OY, OZ, il est perpendiculaire au plan de l'écran. C'est quoi l'image de A par rapport à ce plan? C'est B. L'image de D, c'est C. Donc, la charge au point A, c'est la même au point B. La charge au point D, c'est la même au point C. Et donc, je vais déduire que Fx est égal à 0. Et voilà, je détermine par symétrie que les trois composantes sont nulles. Donc, cette force, elle est nulle, quelle que soit la valeur de Q et de Q0. Donc, voilà, par symétrie. Vous voyez un peu l'importance de ces règles de symétrie. Maintenant, on peut le montrer aussi par calcul. Là, il faut représenter les forces. La force exercée par Q sur Q0, puisque Q est positif, Q0 est négatif, c'est une force attractive. Donc, est égal à quoi? D'après la loi de Coulomb, est égal à Q fois Q0 sur 4pi epsilon 0, cette distance au carré, fois ce vecteur unitaire U, je l'appelle U de A par exemple. La même chose, la force exercée par C sur Q0, c'est égal à Q fois Q0 sur 4pi epsilon 0, la même distance au carré, et puisqu'elle est attractive, il est dirigé vers C. La même chose, la force exercée par B et la force exercée par D. Or, le module de FA est égal au module de FB est égal au module de FC est égal au module de FD. C'est quoi ce module? C'est la constante 1 sur 4pi epsilon 0, Q fois Q0 sur cette distance au carré, qui est la même que celle-là, qui est la même que celle-là, qui est la même que celle-là. Donc vous voyez, vous avez la somme de deux vecteurs de deux mêmes modules et opposés, elle est nulle. La somme de deux vecteurs égales et opposés, elle est nulle. Donc la force totale, elle est nulle. Donc là, c'est par calcul. Très bien. Donc pour Q0, c'est très simple. Maintenant, on va chercher la force qui s'exerce sur la charge au point A, ou bien au point B, ou bien au point C, ou bien au point D. Bien, maintenant pour calculer la force qui s'exerce sur A, et c'est en général la méthode qu'on utilise là aussi dans le cas des charges discrètes, soit vous utilisez la symétrie, soit vous choisissez un repère de projection. Je vais commencer par la méthode de la symétrie. Bien, maintenant je vais m'intéresser à la force qui s'exerce sur la charge Q au point A par la charge qui se trouve au point B, C, D et Q0. D'abord, je vais déterminer la direction de la force totale sans faire aucun calcul. Donc, je dois chercher des plans de symétrie qui passent par A. Donnez-moi un premier plan de symétrie. Donc, le plan du carré, c'est-à-dire le plan de l'écran, c'est un plan de symétrie parce que l'image de chaque charge, c'est elle-même. Est-ce qu'il y a un deuxième? J'ai besoin de deux plans de symétrie pour déterminer la direction exacte de cette force. Vous avez le plan qui est perpendiculaire au plan de l'écran, qui passe par la diagonale. C'est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que l'image de A, c'est elle-même, l'image de Q0, c'est elle-même, l'image de C, c'est elle-même, et l'image de D, c'est B. Et en D et B, vous avez les mêmes charges. Quel est le vecteur qui appartient en même temps au plan du carré et au plan perpendiculaire au carré qui passe par la diagonale? C'est le vecteur UAC. Donc, je peux déduire tout de suite que la force totale qui s'exerce sur la charge Q au point A, c'est le module de cette force, ou c'est cette force et les suivants UAC. Voilà. Donc, je m'intéresse tout simplement à la projection de la force exercée par chacune des charges sur ce vecteur unitaire. Parce que c'est la seule qui est non nulle. Les autres projections seront nulles. Donc, je ne calcule donc que les composantes de chaque force sur UAC. Sur UAC. Voilà, je vais commencer par la force exercée par B sur
la force exercée par la charge qui se trouve au point B sur la charge qui se trouve au point A. Vous avez deux charges de même signe, c'est une force répulsive, donc il est dirigé dans ce sens. Qu'est-ce qu'il nous dit Coulomb? Il nous dit que cette force est égale à je m'intéresse uniquement à la projection de cette force sur UAC. UAC, c'est ce vecteur. Donc vous avez ici un angle de 45 degrés, P sur 4. Donc FB sur Q scalaire UAC, c'est FB fois le module de AAC qui est égal à 1 fois cosinus de l'angle entre les deux. Donc parce que cet angle-là, voilà la direction de UAC. Cet angle-là, c'est P sur 4. Donc, c'est le module de FB fois racine de 2 sur 2. La même chose, FD, sa projection sur UAC, c'est le module de FD fois racine de 2 sur 2. Pour F, donc, avec, bien sûr, le module de FB est égal au module de FD est égal à Q carré sur 4 pi epsilon 0, A carré. C'est la même distance. Très bien. Maintenant, la force exercée par C. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à Q carré sur 4 pi epsilon 0, cette fois-ci, cette distance au carré. Et ça, c'est la diagonale d'un carré, et la diagonale d'un carré, c'est A racine de 2. Et cette force, elle est suivant UAC. Donc sa projection va être tout simplement FC sur Q0. Avec FC, comme je disais, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q carré. La distance entre la charge au point C et la charge au point A, c'est A racine de 2. Donc A racine de 2 au carré. Et qu'est-ce qu'il nous reste? La force exercée par Q0 sur Q. Là, il faut faire attention, Q0 est négative, donc ce sera une force attractive. Donc il sera dirigé vers Q0. Et son module, donc il est suivant UAC, donc sa projection, vous allez avoir un signe moins la force exercée par Q0 sur Q. Quel est le module de FQ0? C'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q carré, cette distance divisé par 2. La diagonale d'un carré, c'est A racine de 2. Et cette distance, c'est A racine de 2 sur 2 au carré. Et voilà. Je connais la projection de chaque force. Donc, je vais faire juste la somme de ce terme, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Et le tout va être suivant UAC. Et j'ai déterminé la force totale. Donc, je représente, je récapitule, donc la force totale, c'est la somme de la projection de chaque force sur AAC et la force totale et les suivants UAC. Donc je représente, je fais la somme de chaque terme, donc Q racine de 2, moins 2Q0, plus Q sur 2, donc je répète, vous faites juste la somme, donc ce terme, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, suivant UAC. Donc ça veut dire 2 fois ici, et ainsi de suite. Vous faites laisse le soin de faire un petit calcul dans le brouillon et vous allez trouver facilement cette force-là. Maintenant la question, dans quelles conditions cette force elle est nulle? Eh bien cette force elle est nulle si seulement tout simplement ce terme est nul. On verra après. Et après vous allez déterminer, vous posez ça égal à 0 et vous allez déterminer Q0 en fonction de Q. Voilà la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, c'est de choisir un repère de projection. Donc, on va choisir par exemple ici l'axe des X et l'axe des Y et faire tout simplement la projection de chaque force sur l'axe des X sur ce repère et par calcul, vous allez déterminer la force totale sans faire appel à la symétrie. Donc, par exemple, FD, c'est les suivants quoi? Et suivant le vecteur J, donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q carré sur A carré fois J, la force exercée par la charge qui se trouve au point D. La force qui s'exerce par le point B, elle est dans cette direction-là, donc elle est suivant moins I, donc moins Q carré sur 4 pi epsilon 0 A carré I. La force exercée par C, c'est cette force-là. Vous voyez bien qu'il a une composante suivant J et une composante suivant moins I. Donc voilà la composante suivant I. Et voilà la composante suivant J, suivant moins I. Donc le module, bien sûr, c'est cette distance, c'est A sur racine de 2 sur 2, c'est A racine de 2, c'est pourquoi vous avez ici A racine de 2 au carré, ça vous donne 2 A carré. D'accord? Et donc sa projection suivant J, c'est cosinus pi sur 4, racine de 2 sur 2, et sa projection suivant moins I, c'est cosinus pi sur 4 aussi, donc c'est moins, ou bien sinus pi sur 4, avec un signe moins. Bien.
Ensuite, la force exercée par Q0, cette fois-ci, il va avoir une composante suivant I et une composante suivant moins J. Voilà. Et la même chose, voilà, suivant I, une composante suivant moins J. Sauf que ici, la distance, ça sera A racine de 2 sur 2 au carré. D'accord? A racine de 2 sur 2 au carré. Autrement dit, A sur... Et tout ça, vous le remplacez, vous allez trouver facilement ce terme. Après, vous faites juste la somme vectorielle d'après le principe de superposition. Cette force, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Et vous voyez bien que je retrouve exactement la même expression. Pourquoi? Parce que le vecteur J-I, ce vecteur J-I, c'est exactement le vecteur UAC. Donc voilà le vecteur J, voilà le vecteur moins I. Vous faites la somme des deux vecteurs. Donc voilà moins I, voilà le vecteur J. Et la somme des deux, c'est le vecteur UAC, avec bien sûr le module racine de 2. Parce que le module de racine carrée de J moins I, c'est racine de 2. Donc J moins I n'est pas un vecteur unitaire. Et les suivants, le vecteur unitaire UAC, son module, c'est racine de 2. Donc racine carrée de J moins I au carré, c'est J au carré, c'est 1, plus I au carré, moins 2, I scalaire J, c'est 0. Donc ça vous donne racine de 2. Et donc vous remplacez ça par racine de 2 fois UAC, et vous allez trouver exactement la même expression qu'on a trouvée ici. Et donc maintenant, vous avez deux méthodes qui vous permettent de déterminer la force totale exercée par une distribution de charge. À vous de choisir celle qui vous convient. Donc des fois la méthode de la symétrie c'est plus facile, des fois la méthode de projection c'est plus facile, ça dépend des cas. Et vous avez vu, l'intérêt de la symétrie c'est qu'on fait uniquement la somme des projections des forces suivant un seul vecteur. La méthode de projection dans un repère, il faut faire la projection dans les deux axes du repère x et y et faire la somme juste des vecteurs et vous avez les résultats. Donc voilà pour ce premier exercice. Donc passons à un deuxième exercice aussi très classique, c'est le champ électrostatique créé par trois charges ponctuelles identiques qui sont placées au sommet d'un triangle équilatéral et le but c'est de déterminer le champ total au centre de ce triangle. Comme on l'a dit, principe de superposition vous dit que le champ total, c'est la somme vectorielle du champ créé par chacune des charges. Là aussi, je vais utiliser, première chose, je vous demande par symétrie, quelle sera la direction du champ total. Bon, je ne vais pas l'écrire, je vais répondre oralement. Essayez de déterminer en utilisant ce repère Gx, Gy et Gz, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan de l'écran. Quelle sera la direction sans faire aucun calcul du champ total créé par ces trois charges-là au centre de gravité du triangle. Bien sûr, les charges sont de même signe, ce n'est pas la peine de chercher des plans d'antisymétrie, il faut donc trouver deux plans de symétrie. Donc vous avez un, le premier, le plus simple, c'est Gx, Gy, c'est-à-dire le plan de l'écran. Donc c'est un plan de symétrie. Un deuxième, c'est Gy, Gz. Pourquoi? Parce que l'image de A, c'est lui-même, l'image de B, c'est C. Et puisque la charge au point B, c'est la même qui se trouve au point C, donc c'est un plan de symétrie. Quel est le vecteur qui est commun à Gx, Gy et à Gy, Gz? C'est le vecteur OY. Donc le champ total va être suivant OY. Bien. Donc voilà le champ maintenant, on va représenter les vecteurs. Voilà le champ créé par la charge Q. On a dit toujours il est dirigé suivant la droite qui joint la charge au point où je calcule le champ. Puisque la charge est positive, il est dirigé de la charge vers l'extérieur. La même chose pour le point B, la même chose pour le point C. Donc par symétrie, on a dit le champ total sera suivant la droite AG. Donc je dois calculer uniquement la projection de chaque champ sur AG. Donc d'abord l'expression de A, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 AG au carré fois UA. La même chose pour EB et la même chose pour EC. Quelle est la projection du champ créé par exemple par la charge qui se trouve au point B sur l'axe OY? C'est EC scalaire J. Et UC par EB. EB, c'est UB donc ici. La projection de EB est égale à la projection de EC bien sûr. Donc pourquoi? Parce que vous voyez bien la projection de EB,
c'est cette quantité-là, c'est ce vecteur, et la projection de EC, c'est la même. Et la projection de EB, par exemple, c'est quoi? C'est module de EB fois le cosinus entre le vecteur J et UB. Et cosinus de cet angle, c'est pi sur cosinus de cet angle, c'est pi sur 3. D'accord? Et cosinus de pi sur 3, c'est racine de 2, c'est 1 demi, pardon. Cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Et c'est pourquoi vous avez ici 1/8, et G au carré. Bon, la projection de EA, et les suivants moins J, vous avez EA et les suivants moins J, donc ça sera tout simplement moins Q sur 4 pi epsilon 0 à G au carré. Donc vous faites la somme de chaque projection, donc je l'ai écrit ici, voilà, vous voyez que J scalaire UB, donc J c'est ce vecteur unitaire scalaire, le vecteur UB, c'est le module de J fois le module de EB, fois cosinus pi sur 3, c'est 1 demi, c'est pourquoi ici vous avez 1/8. Et c'est la même chose pour EC. On fait la somme des projections, c'est la projection de A plus EB plus EC, vous voyez bien ici que 2 fois ce terme, ça vous donne Q sur 4 pi epsilon 0 BG au carré, et puisque la distance BG est égale à la distance AG, donc vous voyez bien qu'on obtient 0. D'accord? Donc vous voyez que ça vous donne 0 en utilisant la méthode de la symétrie. Bien sûr, si vous ne voulez pas utiliser la symétrie, vous allez avoir juste un peu plus de calcul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre EB et le projeter suivant X et suivant Y. Ça va vous donner cosinus sinus pi sur 6 suivant J plus cosinus pi sur 6 suivant I. La même chose. EC, ça va vous donner cosinus pi sur 6 suivant J moins sinus pi sur 6 suivant I. Et EA, ça va vous donner directement moins EA suivant J. Et vous faites la somme et vous allez trouver tout de suite la même expression. Donc par exemple, pour cet exemple, soit on utilise la symétrie, soit on utilise juste la projection de chaque vecteur dans le repère OX, OY, vous allez obtenir la même chose sans trop de difficultés. Bien. Je passe aussi à un exemple très classique, comme l'exemple de l'exercice numéro 1. Vous avez 4 charges au sommet d'un carré dont la longueur de la diagonale est 2A, donc la diagonale c'est 2A, calculez le champ électrostatique au point O. Bon, tout ce qui est tache noire, c'est une charge plus Q, tout ce qui est un cercle ouvert, c'est une charge moins Q. Je vous laisse le soin de réfléchir un petit peu, et commencer par la question A et B. Bon, là aussi, il suffit de représenter, qu'est-ce qu'on cherche? La force ou le champ, c'est le champ. Donc, quel est le champ total créé par ces 4 charges? Bon, on peut montrer que par symétrie, que pour A et B, le champ il est nul, sans faire aucun calcul, comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour les forces. Vous voyez que pour ce triangle, ce carré, par exemple, O, X, Y, c'est un plan de symétrie, OY, OZ est un plan de symétrie, OX, OZ est un plan de symétrie. Donc, tout de suite, le champ total au point O égale à 0. Parce que vous avez l'intersection de 3 plans de symétrie, c'est l'origine, c'est 0. Là aussi, c'est la même chose. Les 3 plans de symétrie OX, OY, OY, OZ et OX, OZ, c'est un plan de symétrie. Vous avez 3 plans de symétrie, donc le champ total au point O est nul. Bien. Au point C, on n'a pas 3 plans de symétrie, mais vous pouvez remarquer facilement que les champs s'annulent mutuellement. Donc le champ créé par la charge au point A, par exemple, c'est celui-là. C'est celui-là. Le champ créé par la charge au point D, c'est celui-là. Et vous voyez bien que vous avez la somme de 2 vecteurs égales et opposés. Là, c'est une charge négative, donc le champ va être dirigé vers la charge. Là, c'est une charge négative, le champ va être dirigé vers la charge. Et donc, vous avez la somme de 2 vecteurs opposés et les taux, c'est nul. Maintenant, pour les autres cas, il faut absolument faire soit la symétrie, soit la projection sur le repère OX, OY, OZ. Bon, je vais traiter par exemple le cas D. Donc on a dit pour le cas ABC, c'est très facile. J'ai expliqué comment on montre que le champ total est 0. Prenons le cas D par exemple. Utilisons la symétrie pour le cas D. Quels sont les plans de symétrie qui passent par le point O? Vous avez OX, OY. Le plan de l'écran, c'est un plan de symétrie. D'accord? Mais cherchez d'abord s'il y a un plan d'antisymétrie. Parce que vous avez un mélange de charges positives et de charges négatives.
Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie qui passe par le point O? Et bien sûr, il y en a un. Lequel? C'est le plan OX, OZ. OZ, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan de l'écran. Pourquoi c'est un plan d'antisymétrie? Parce que l'image de cette charge de ce point, c'est celui-là, et les deux points contiennent des charges égales et opposées. L'image de cette charge, c'est celle-là, les deux contiennent des charges égales et opposées. Donc, je suis sûr que le champ total va être suivant OY. Donc, il suffit de calculer la projection de chaque champ sur l'axe OY. Donc, je représente les champs. Donc, c'est une charge positive. Le champ est dirigé vers l'extérieur. Voilà le champ EA. Ici, c'est une charge négative. Le champ va être dirigé vers la charge. Ça, c'est le champ OC. Ça, c'est une charge positive. Le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Ça, c'est une charge négative. Le champ est dirigé vers la charge. Et vous voyez bien que la somme des quatre vecteurs-là va être suivant OY. Par construction, mais on la montre facilement en utilisant la symétrie. Donc, je m'intéresse juste à la projection et vous voyez bien que, puisque vous avez les mêmes charges, les mêmes distances, donc le module de ces quatre champs, il est le même. Donc, il suffit de chercher la projection d'un seul champ et de multiplier par 4. Je fais la projection du champ créé, par exemple, pour cette charge-là sur l'axe des Y, c'est cette quantité-là, et multiplié par 4. Donc, le module de 4 champs, il est le même. La distance, c'est la diagonale divisée par 2. Bon, puisque j'ai pris ici la diagonale A, donc diagonale, je vais prendre ici A. Donc, A racine de 2 sur 2. Voilà. Et le champ total, c'est 4 fois. Et bien sûr, le champ, puisqu'il est suivant moins J, donc c'est moins 4 suivant EY. Voilà. Et vous trouvez le résultat. Donc, je vous laisse le soin de faire l'exemple suivant. Bien. Un autre exemple, très classique là aussi, c'est le champ créé par 4 charges ponctuelles identiques placées au sommet d'un carré, mais cette fois-ci non pas au centre, mais en un point quelconque de l'axe du carré, qui est perpendiculaire au plan ABCD. Là, vous allez voir l'importance de la symétrie dans cet exercice. Parce que sans la symétrie, c'est très difficile de voir un peu dans l'espace quel sera le champ total créé par ces 4 charges. Bon, donc d'abord, on va déterminer par symétrie quelle sera la direction du champ total créé par ces 4 charges-là. Donc vous voyez bien que le champ total va être suivant l'axe OX. Pourquoi? Parce que vous avez le plan OY, bon j'appelle par exemple ce plan-là Y, et le plan qui est le carré, on va supposer qu'il est placé dans le plan OY, OZ, et vous voyez que OY, OX c'est un plan de symétrie. Et vous avez aussi OY, OX, OZ, celui-là qui coupe le carré en deux, en moitié comme ça, c'est un plan de symétrie. Et l'intersection de ces deux plans, c'est l'axe OX. Donc le champ total va être suivant OX. Donc le champ total, c'est la somme vectorielle des 4 champs, mais en utilisant la symétrie, je vais déterminer, puisque les 4 points sont symétriques par rapport à ce point A, donc la projection du champ créé par la charge au point A va avoir le même module que la projection du champ créé par le point C, et ainsi de suite. Donc je vais calculer d'abord E de A, par définition c'est quoi? C'est Q sur 4 pi epsilon 0, la distance entre la charge A et le point où je calcule le champ, R au carré fois UA. Bon, j'appelle la distance OM est égale à A petit a, par exemple. Donc je dois chercher, non, le carré c'est petit a, donc OM on va l'appeler Z par exemple, ou X, on va l'appeler X. On va l'appeler X, donc vous avez cette distance c'est X, cette distance c'est R, et le carré c'est A. Donc on va chercher quelle est l'expression de R. On va travailler dans ce triangle rectangle. Et vous voyez bien que R au carré, c'est cette distance au carré, plus X au carré. Cette distance c'est combien? C'est la moitié de la diagonale d'un carré. Donc c'est A racine de 2 sur 2. Bien, maintenant la projection de A suivant l'axe de symétrie, c'est-à-dire l'axe qui est sur l'axe sur lequel il dirige le champ total, par définition, c'est EA, le module de EA fois cosinus alpha. Alpha, c'est cet angle, il est donné dans l'énoncé, qui est le même que celui-là.
Or, le champ créé par B ou bien par C au point D va avoir la même projection suivant l'axe des X. Donc, le champ total, c'est 4 fois EA scalaire I. Maintenant, il suffit de déterminer EA. Ça revient à juste qu'est-ce qui est la seule inconnue, c'est R. Et vous voyez bien que R au carré, c'est X au carré. Donc, X au carré, c'est la distance au M, plus c'est distance au carré. Donc, c'est A racine de 2 sur 2 au carré, qui est A carré sur 2. Et donc, le champ total, c'est 4Q fois X sur 4pi epsilon 0, X au carré, plus R au carré sur 2. J'ai remplacé cosinus alpha par quoi? Cosinus alpha par R, X sur R. Donc, c'est pourquoi vous voyez ici X sur R au carré fois R. Donc, c'est R à la puissance 3 demi. Voilà, maintenant, on va étudier les cas limites. Donc, les cas limites, c'est-à-dire si X est très très supérieur à A, que devient l'expression de ce champ? Vous êtes très très loin du carré. Que devient ce champ électrique? Ou bien ce champ électrique va être équivalent à quoi? Donc, vous voyez bien, pour faire l'étude très facile, si X est très supérieur à A, on va négliger tout simplement A carré sur 2. Ou bien, on peut faire un développement limité. Donc voilà l'expression de A. Si X est très supérieur à A, je peux écrire ce terme, c'est 4Q fois X sur 4pi epsilon 0. Je vais factoriser par X au carré, à la puissance 3 demi, ça sera X au cube, facteur de 1 plus epsilon. Donc 1 plus epsilon à la puissance n, c'est 1 plus n epsilon, mais on va garder le développement limité au premier terme. Donc voilà le champ. Donc ça revient en fait tout simplement à négliger ce terme ici. X au carré à la puissance 3 demi, ça vous donne X au cube. Maintenant, 4Q c'est quoi? C'est la charge totale de ce carré. Et vous voyez bien que ce champ est exactement équivalent à un champ créé par une charge ponctuelle placée au centre, qui est Q sur 4pi epsilon 0. Cette distance, c'est X. Et c'est normal. Si vous êtes très très loin du carré, des 4 charges, vous allez l'observer comme étant 4 charges concentrées au centre du rectangle. Bon, bien sûr, l'autre cas limite, c'est x égale à 0. Si x égale à 0, vous voyez bien que le champ il est nul. Donc il est nul en 0. Si x tend vers l'infini, ce terme tend vers 0 aussi. Donc il doit passer à un certain moment par un maximum. Et si vous voulez déterminer exactement la position du maximum, il faut chercher la dérivée. Donc la dérivée, vous dérivez cette expression-là par rapport à x. Et là où ça s'annule, vous allez vérifier qu'il s'annule pour x égale à a sur 2. C'est pourquoi on obtient cette belle courbe. Donc voilà pour cet exercice aussi classique. Vous voyez bien dans l'espace, prenez un carré. Donc le champ, la projection du champ créé par la charge au point A, ce sera la même que le champ créé au point B, la même au point C et la même au point D. Prenez un carré, placez-le sur la table. Prenez l'axe de symétrie et vous allez voir facilement ceci. Mais vous voyez l'importance de la symétrie. La symétrie nous a permis de dire que le champ total suivant EX, donc je m'intéresse juste à la projection de ce champ suivant EX. Toutes les autres projections, je sais qu'elles sont nulles sans faire aucun calcul. Bon, je peux énoncer maintenant une troisième règle de symétrie. Si un système admet un axe de symétrie, vous êtes sûr que le champ total est toujours suivant l'axe de symétrie. Bien. Je termine par un dernier exercice. C'est en fait le devoir surveillé 2020. Bon, qui est très facile. Vous allez le voir. On considère un carré, un ensemble de 4 charges, plus Q, moins Q, moins Q, placés respectivement points A, B et C, de côté A. Donc un carré de côté petit a. Détermine le champ créé par ces 3 charges au point O. Calculer le potentiel au point O. Bon, ça, on va répondre, mais je vais consacrer une série au potentiel. Ensuite, on place une charge de Q au point O et on vous demande de calculer la force exercée par ces 3 charges sur cette charge de Q. Voilà la question intéressante. Bien. Commence donc. Donc, expression du champ créé au point D. Faites d'abord la géométrie. D'accord? Donc, on peut utiliser la symétrie si vous voulez, mais là, c'est très facile. On a une somme de 3 vecteurs, donc on peut faire juste la somme vectorielle. Donc, le champ créé par la charge
au point A, il est dirigé, puisque c'est une charge positive, il dirige de la charge vers l'extérieur. Au point B, c'est une charge négative, il est dirigé de la charge vers, et le champ est dirigé vers la charge. Le champ créé par la charge au point C, il est dirigé vers la charge. Et je dois chercher la somme vectorielle de EC plus EB plus EA. Des fois, il faut essayer de voir s'il y a des méthodes beaucoup plus simples. Donc, vous voyez bien que EC plus EB, c'est la somme de deux vecteurs qui appartient à un carré, puisque le module de EB est égal au module de EC. Vous avez les mêmes charges, Q moins Q et Q, la même distance A, la même distance A. Or, c'est quoi la diagonale d'un carré? C'est A racine de 2, c'est-à-dire EB racine de 2. Donc, je peux dire tout de suite que EC plus EB est égal à quoi? A racine de 2 fois EB et un signe moins, puisque je vais projeter sur ce vecteur unitaire U. Vous voyez bien que ce champ-là est dirigé suivant moins U. Or, le champ créé par la charge au point j'ai fait EC plus EB, il me reste EA. Donc, EA, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 à carré, pardon, au carré. Ça, c'est EB, pardon. Donc, ça, c'est EC et EB. Oui, pardon. Donc, ça, c'est le module de EB, bien sûr. Le module de EB, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 à carré. Donc, cette distance, c'est A, c'est A carré. Par contre, le module de EA, donc EA, on a dit, c'est Q sur... Donc, la distance, c'est A racine de 2 au carré. Ça me donne 8 pi epsilon 0 à carré. Et il est suivant le vecteur unitaire U. Donc, on fait maintenant la somme des trois champs. Et ça vous donne directement, en factorisant par U, par Q sur 4 pi epsilon 0 à carré. Et voilà le champ total au point U. Bon, là, je n'ai pas besoin d'utiliser la symétrie, mais on peut montrer par symétrie que le champ, il doit être suivant U. Mais là, c'est très simple, la somme de trois vecteurs. Calculer le potentiel de ces trois charges au point O. Bon, on va voir que le potentiel créé par une charge Q en un point R, c'est Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R. Et donc, le potentiel, ce sera le potentiel créé par la charge Q, plus le potentiel créé par la charge moins Q, plus le potentiel créé par la charge moins Q. Donc, voilà le potentiel créé par les charges qui se trouvent en C et D, le potentiel créé par la charge qui se trouve au point A. Et donc, voilà le potentiel total. Bien. Maintenant, voilà la question intéressante. Je place une charge 2Q au point O et on vous demande de calculer la force totale qui s'exerce sur cette charge-là. Faites très attention. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont refaire le calcul. Quelle est la force exercée par la charge B? Quelle est la force exercée par la charge C sur plus 2Q? Quelle est la force exercée par la charge A sur 2Q? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Si je connais le champ en un point quelconque de l'espace, dès que je place une charge en ce point, il subit la force qui est tout simplement la charge fois le champ. Donc la force totale qui s'exerce sur une charge 2Q qui va être placée au point O, ce sera tout simplement 2Q fois le champ total au point O. Et le champ total au point O, c'est ce que j'ai calculé dans la question précédente. Et donc, vous voyez, il n'y a aucun calcul à faire. Enfin, calculer l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, là aussi, on va démontrer dans le cours que l'énergie potentielle d'une charge, c'est tout simplement la charge fois le potentiel au point où se trouve la charge. Ça a été déjà calculé. Et voilà l'énergie potentielle au point D. Bon, au point O, pardon. Pour cette première partie de la série numéro 2, où je me suis intéressé essentiellement au champ, aux forces et au champ créé par une distribution de charge continue. Donc à bientôt dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais m'intéresser à un problème, vraiment un cas qui vous pose énormément de problèmes, c'est le calcul du champ électrique par la méthode directe dans le cas d'une distribution de charge continue. Donc allez-y, vous avez la série en bas, vous pouvez déjà la travailler. À bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo.